Et si on se disait qu'il y a une architecture invisible, une sorte de géométrie cachée derrière absolument tout ce qui nous entoure, une structure de connectivité qui dicte secrètement la façon dont l'information voyage, dont nos sociétés évoluent et même dont la vie elle-même arrive à se maintenir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette analyse. On va plonger tête la première au cœur de la science des réseaux, en s'appuyant notamment sur les travaux assez révolutionnaires d'Albert Laszlo Barabasi. Alors, petite question pour démarrer, juste pour poser le décor. Quel est le point commun entre l'infrastructure mondiale d'Internet, le cercle ultra fermé des acteurs d'Hollywood et le réseau métabolique d'une simple bactérie cellulaire? À première vue, on est d'accord, ça n'a absolument rien à voir. La technologie, la société humaine, la microbiologie, ça semble exister dans des mondes complètement parallèles. Et pourtant, la réponse à cette énigme révèle qu'ils obéissent tous à des modèles mathématiques sous-jacents strictement universels. Allez, on plonge directement dans les données. Regardons ces chiffres d'un peu plus près. Qu'on prenne l'Internet au niveau des routeurs physiques avec un exposant de 2,48, le réseau des acteurs hollywoodiens à 2,3 ou la bactérie E. coli à 2,2, ces systèmes qui n'ont rien en commun partagent un exposant gamma étonnamment similaire. Ils se situent tous, sans exception, dans cette petite fourchette magique entre 2 et 3. C'est quand même dingue, non? Ça prouve de manière irréfutable que la biologie, la technologie et la culture opèrent selon les mêmes règles structurelles. Pour vraiment saisir à quel point c'est monumental, il faut faire un petit bond en arrière. Avant 1999, le modèle dominant, c'était celui d'Erdős-Rényi. On imaginait les réseaux comme purement aléatoires, un peu comme la taille humaine. La plupart des gens ont une taille moyenne et les écarts sont très limités. Mais Barabasi a débarqué et a prouvé que les réseaux réels sont en fait invariants d'échelle. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de moyenne typique. La variance est infinie. Pensez à la répartition de la richesse mondiale. Une immense majorité possède très peu et une infime minorité forme de gigantesques hubs surpuissants. C'est un changement de paradigme total. Maintenant, ce qui est super intéressant ici, c'est de comprendre le moteur derrière ça. Comment se forment ces architectures spectaculaires? Eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle l'attachement préférentiel. En langage courant, c'est la fameuse règle du riche qui s'enrichit. C'est tout simple. La probabilité qu'un petit nouveau se connecte à un nœud existant dépend directement du nombre de connexions que ce nœud a déjà. C'est une boucle de rétroaction positive redoutable. Un nœud populaire attire plus de monde, ça le rend encore plus populaire, et boum, ça crée une croissance exponentielle. Et la beauté de la chose, c'est que ce processus naturel repose sur juste deux petites étapes. L'algorithme de Barabasi-Albert nous montre d'abord la croissance. Un réseau, ce n'est pas statique, de nouveaux éléments arrivent en permanence. Ensuite, étape 2, l'attachement préférentiel qu'on vient d'évoquer. C'est ce cocktail temporel qui forge les réseaux invariants d'échelle. En fait, les nœuds les plus anciens ont un avantage massif. Ils ont eu plus de temps pour accumuler des liens, ce qui les transforme inévitablement en super hubs incontournables. 6. Un chiffre tout petit mais absolument légendaire. Ça nous ramène direct en 1967 avec la fameuse expérience du sociologue Stanley Milgram. Des lettres partent du Nebraska avec pour mission d'atteindre une personne précise à Boston, mais uniquement en passant de main en main par des connaissances. Résultat des courses, 6 étapes en moyenne, juste 6 degrés de séparation entre n'importe qui sur Terre. C'est une illustration foudroyante de la puissance de cette connectivité en réseau. D'ailleurs, cette expérience de Milgram est parfaitement expliquée par les réseaux dits petits mondes de Watts et Strogatz. Ces réseaux ont une double personnalité fascinante. D'un côté, on y trouve des regroupements locaux très denses, un peu comme des cercles d'amis très soudés, mais de l'autre, des chemins globaux incroyablement courts, ces fameux 6 degrés de séparation. Le gros avantage, c'est qu'un système peut rester très localisé tout en permettant à l'information de voyager à l'autre bout du monde à une vitesse folle, sans jamais détruire la structure locale. Ce qui nous amène à notre première grande section, le paradoxe de la résilience, ou le talon d'Achille des hubs. C'est là que les choses se corsent un peu et qu'on touche un vrai drame structurel. Cette architecture fantastique qu'on vient de décrire cache en fait une faille monumentale. Face à des pannes aléatoires, ces systèmes sont des forteresses. On pourrait débrancher au hasard 80% de l'Internet et le truc continuerait de tourner. L'économie mondiale encaisse très bien les faillites isolées, tout comme notre système immunitaire gère les petites mutations. Mais attention, si on cible spécifiquement les hubs, c'est l'effondrement immédiat. Supprimez juste les 10 plus gros routeurs et Internet s'écroule. Faites tomber les banques centrales et l'économie s'arrête net. Le VIH est mortel précisément pour cette raison. Il attaque directement les cellules T, qui sont les hubs centraux de notre immunité. La plus grande force du réseau est aussi sa vulnérabilité absolue. Alors, le point crucial à retenir ici, c'est le concept de criticité. On l'appelle souvent la frontière ou le bord du chaos. Pour qu'un réseau soit au top de ses capacités, il doit fonctionner sur le fil du rasoir. Si les perturbations s'éteignent trop vite, le système est rigide, figé. Si elles s'amplifient trop, c'est le chaos total. En restant exactement sur ce seuil critique, le système obtient une sensibilité et une capacité de traitement de l'information littéralement parfaite. Passons à notre deuxième section, la médecine des réseaux, avec un gros plan sur la biologie humaine.
Allez, on fait un changement d'échelle vertigineux. On quitte l'économie et Internet pour plonger au cœur de nos propres cellules. Au XXe siècle, la médecine fonctionnait sur un modèle assez basique. Un gène cassé égalait un médicament spécifique. Mais face à Alzheimer ou certains cancers, ça ne suffit plus. La médecine des réseaux apporte une approche complètement neuve. Une maladie, ce n'est plus juste un gène isolé, c'est un bug dans la topologie du réseau cellulaire. On ne cherche plus à tirer sur un coupable unique, mais on essaie plutôt de réparer la connectivité globale de la zone touchée. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle un module de maladie. Dans notre immense réseau de protéines, qu'on nomme l'interactome, les maladies ne frappent jamais au hasard. Elles s'installent dans des quartiers bien précis, des sous-graves très denses. Et c'est génial, parce que ça explique très simplement pourquoi certaines personnes ont plusieurs maladies en même temps. Si les modules de deux maladies différentes se chevauchent physiquement dans notre réseau biologique, il y a d'énormes chances qu'elles apparaissent ensemble chez un même patient. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut juste bombarder les gros hubs du réseau pour soigner la maladie. Et c'est là tout le casse-tête de la recherche pharmaceutique. Dans notre corps, ces nœuds hyper connectés sont presque toujours vitaux. Si un médicament attaque directement un de ces hubs centraux pour tuer la maladie, il tue la cellule entière avec. L'enjeu est donc de développer des traitements ultra subtils capables de corriger le quartier malade sans jamais détruire la colonne vertébrale vitale de nos cellules. Ce qui nous amène à notre troisième et dernière section, la grande synthèse, ou comment unifier les systèmes adaptatifs complexes. C'est le moment où tout s'emboîte comme un puzzle géant. Les théories qu'on a vues ne sont pas juste des idées isolées. D'un côté, on a Ilya Prigogine qui nous explique comment l'ordre naît du chaos grâce aux structures dissipatives. Ensuite, John Holland décortique l'adaptation et l'importance vitale de la diversité. Et enfin, Barabasi vient lier le tout avec l'attachement préférentiel et l'effondrement par attaque ciblée. Ces trois géants décrivent exactement la même réalité, un cadre unifié d'une beauté mathématique et logique absolue. Si on devait résumer cette convergence historique, ça donnerait ça. Un système adaptatif complexe est un réseau d'agents doté d'une topologie invariante d'échelle opérant loin de l'équilibre, traitant l'information près du seuil de criticité pour maintenir et affiner ses schémas adaptatifs. C'est une phrase très lourde, c'est sûr, mais elle capture littéralement l'essence même de la dynamique de l'univers, de nos cerveaux à nos sociétés et des écosystèmes à nos technologies. Pour finir sur une vraie réflexion, est-ce que le fait de savoir que notre univers repose sur une architecture à la fois surpuissante et incroyablement fragile, ça ne devrait pas changer totalement la façon dont on conçoit les systèmes de demain? Parce que si on comprend que renforcer aveuglement un réseau peut en fait causer sa propre chute lors d'une attaque, ça remet en question toute notre ingénierie, notre économie et notre médecine. La connectivité est littéralement partout. La vraie question maintenant, c'est de savoir si on sera capable de la maîtriser.